On va commencer une nouvelle partie qui s'appelle le talent dans la perception de soi. Et c'est là où, là, ça va être mindset. Hein. On va vendre des formations, ça va être intense, je vous le dis. Qu'est-ce qu'elle nous dit là-dedans, le talent dans la perception de soi? Ça commence par croire les prophéties qui se réalisent. Un peu plus tôt, on a vu que les gens essayaient par diverses explications de naturaliser le talent. Soit avant, il était question de comment Dieu répartit le talent entre les hommes, donc c'est un peu de dire c'est légitime, etc. Soit à l'inverse, après on a dit oui, non, mais c'est les gènes. Et un truc de la nature, c'est naturel, c'est une manière de passer un peu sous tapis et de dire c'est comme ça, c'est légitime et il y a des gens qui ont du talent, des gens qui n'en ont pas. Pourquoi une image romantisée de la nature et du talent humain serait un problème? Quand on naturalise les choses, quand on parle de méritocratie, etc., il y a tout un côté légitime de dire voilà, on est dans une société où les meilleurs ont les meilleures places et les moins bons ont les moins bonnes places et c'est tout à fait normal. Et quand on va en plus se faire cette idée de soit les gens sont nés avec un don incroyable, donc l'histoire du talent dans les gènes, de genre ah oui mais toi t'es né avec cette capacité incroyable que les gens n'ont pas et ce petit quelque chose en plus, et ça justifie des inégalités de naissance. Qu'on a vu qu'en réalité, alors il y en a mais sur des seuils très très faibles, c'est-à-dire que la réalité des choses fait que c'est plus le milieu socio-économique qui va faire une vraie différence quoi. Et puis, quand on va romantiser sur l'aspect les gens qui travaillent fort, qui se lèvent tôt le matin et qui font tourner la France, désolé, je me suis un peu emporté. Les gens qui travaillent, ils méritent et les gens qui travaillent pas, ils méritent pas. C'est aussi une manière de cacher un truc où on va parler du travail pour pas parler de les gens qui ont réussi parce qu'ils avaient, encore une fois, un meilleur milieu socio-économique, souvent c'est ça de base, mais aussi même dans des mauvais milieux socio-économiques, entre guillemets, souvent, et c'est ce qui est discuté quand elle nous parle de transfuge de classe, et ce sujet-là, il est aussi que s'il y a des gens qui arrivent à s'arracher de leurs conditions des classes sociales inférieures, c'est pas dû uniquement à leur travail, etc. C'est dû à leur entourage qui a fourni des efforts. Pour exceller, personne n'échappe à la dictature des circonstances, y compris les transclasses, qui semblent pourtant avoir déjoué ces facteurs. Les transclasses sont des cas singuliers, mais ils ne sont pas des cas d'exception. Donc il y a vraiment ce truc de... En fait, les transfuges de classe, c'est dans des conditions particulières où beaucoup de gens portent leurs efforts pour aider quelqu'un à sortir de sa condition de classe. Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour ces gens-là. Et notamment, alors après, bon, ça c'est pas dit, et c'est peut-être moi qui extrapole, mais notamment quand on va regarder les transfuges de classe et les gens qui sortent d'un milieu de classe populaire, souvent ça veut aussi dire que d'autres gens de ce milieu-là se sont sacrifiés pour donner une chance à cette personne qui va s'élever assez souvent, quoi. Je sais plus si elle le dépeint explicitement ou si c'est moi qui extrapole de la même manière, mais le succès, le talent, tout ça, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que si vous, avec vos proches, vous vous entraînez, c'est pas quand vous apportez quelque chose à quelqu'un, ça va pas être une perte sèche pour vous et un gain sec pour l'autre, et tout ce que vous donnez, vous le perdez et l'autre le gagne, quoi. Et donc, naturaliser le talent, ça mène à ces idées de cacher la réalité des choses et de glorifier des gens de manière non légitime, mais aussi de justifier les conditions amoindries de ce que vivent d'autres gens, quoi. Donc il y a cet aspect de naturaliser le talent qui veut dire que quand on justifie que telle personne a des capacités supérieures de par sa naissance ou de par son travail, c'est une manière de légitimer la méritocratie qui est en place, de venir nourrir ce truc de dire il y a des gens qui ont réussi parce que il y a les gens qui ont réussi et les gens qui ne sont rien, tous ces trucs un peu où bon, on a envie d'un peu de... Voilà, quoi, Macron explosion. Et ça, c'est problématique. Est-ce qu'il y a aussi un angle individuel, et c'est là où on va rentrer dans le sujet des mindsets, comment s'améliorer, etc. Il y a une psychologue sociale qui s'appelle Carol Dweck, qui a publié un bouquin qui s'appelle Mindset, The New Psychology of Success, et qui parle de ça, mais qui est un truc sérieux, hein. Carol Dweck, c'est une scientifique, elle est pas venue en mode salut, je viens vous vendre des formations. Donc elle a publié ce bouquin, et ça nous amène à nous poser la question, évidemment, que c'est pas les tech bros qui ont raison au final. Si c'est une histoire de mindset. Spoiler alert, pas tout à fait. Mais ils ont pas que tort non plus. Donc on revient à ce qu'on disait la dernière fois sur le sujet de l'approche à l'apprentissage. Il y a des gens qui ont une approche à l'apprentissage qui est de
vouloir savoir faire quelque chose. Il y a des gens qui veulent s'améliorer. Et c'est vraiment grosso modo, c'est ça la différence. Et donc, tu as les gens qui essayent de maîtriser un truc pour dire je sais passer l'examen et voilà, la barre elle est là et je peux sauter la barre. Et il y a les gens qui, dès qu'ils prennent on leur apprend un nouveau matériel, un nouveau savoir et des nouvelles choses, leur approche va être plutôt de dire comment je peux utiliser ça pour repenser ma manière de voir les choses. Est-ce que ça a un impact ailleurs ou est-ce que juste c'est un petit savoir comme ci comme ça quoi. Les gens qui ont cette approche de progrès n'ont pas le même rapport à l'erreur, c'est ce qu'on disait la dernière fois, qui vont chercher à comprendre pourquoi ils se sont plantés et plutôt que se fouetter en mode ah non j'ai mal travaillé, une erreur, ou alors être content parce qu'ils en ont pas fait, etc. Donc il y a vraiment cette approche de comprendre et s'améliorer versus juste savoir. Ce qui est mis en avant, c'est qu'on parle d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit de croissance. Donc en anglais, c'est fixed mindset et growth mindset. L'état d'esprit fixe, c'est ma personnalité, je suis comme je suis, les gens ont les capacités qu'ils ou elles ont, et c'est un fait. Et le growth mindset, c'est un truc... on peut toujours évoluer, s'améliorer, etc. Ce qui est vrai et pas vrai dans le sens où, encore une fois, on parle d'évoluer, s'améliorer, etc. Mais c'est tourné sous un angle positif, mais on peut aussi tout à fait s'empirer et devenir moins bon, etc. Il y a d'un côté les gens qui pensent qu'on est fixe, on est ce qu'on est, on a nos capacités et ça bouge pas. Et d'un autre côté, il y a les gens qui disent les choses peuvent changer. Et donc, l'effet des croyances sur la perception des objectifs, ce que ça nous montre, c'est que l'état d'esprit fixe, ça mène à ce que les gens se donnent des objectifs de performance. J'aimerais avoir l'air intelligent, j'aimerais être accepté, ou ne pas avoir le sentiment d'être un loser, ou ne pas être rejeté, etc. Donc c'est vraiment des trucs très concrets, entre guillemets. Et à l'inverse, d'un point de vue esprit de croissance, donc growth mindset, on est sur des objectifs d'apprentissage. Plutôt que de dire j'aimerais avoir l'air intelligent, c'est j'aimerais maîtriser tel domaine scientifique, j'en sais rien, acquérir telle capacité, apprendre tel concept. Enfin, c'est plus des enjeux long terme entre guillemets où la question c'est pas de te mesurer par rapport à une ligne fixe, mais de te mesurer par rapport à toi hier et toi demain. C'est vraiment ce truc là en vrai un peu. Les objectifs de performance qui sont les objectifs des personnes qui ont un état d'esprit fixe, c'est des autres qui vont rechercher un ressenti, une apparence, qui vont rechercher un peu le résultat, mais pas la cause. Et à l'inverse, les objectifs d'apprentissage, c'est des objectifs qui vont rechercher la cause, et le résultat viendra de lui-même. C'est-à-dire que si mon objectif c'est d'être plus précis aux fléchettes, je vais m'améliorer à ma précision fléchette. Si mon objectif c'est d'être capable de tirer une fléchette dans le centre de la cible, peut-être je vais savoir tirer dans le centre de la cible, mais peut-être je vais pas savoir tirer dans le triple 20 et du coup je serai un ou une mauvaise joueuse de fléchettes. Alors que la personne qui veut au contraire apprendre à viser, son approche n'est pas la même et peut-être qu'elle sera plus compétente au final. Et donc vient l'effet des croyances sur la perception de l'effort. Encore une fois, tout ça c'est des petits points pour dire voilà, la manière dont on perçoit comment fonctionne le succès, comment fonctionnent toutes ces choses-là, ça va avoir un impact sur nous-mêmes. C'est-à-dire que si je crois que les choses ne viennent qu'en travaillant, je vais pouvoir travailler et m'investir, et ma manière de comprendre les choses va m'apporter une approche différente que si je crois que je suis né avec ces gènes-là, tant pis pour moi. Du coup, je vais pas avoir tendance à essayer de combattre certaines de mes tares en disant juste je suis comme ça quoi, et gros ça y est quoi. Et donc l'effet des croyances sur la perception de l'effort, c'est que quand on demande aux gens qui ont un mindset fixe, ce qu'ils pensent de l'effort, et grosso modo ce qui ressort c'est que l'effort c'est un peu un truc de compenser un truc que j'ai pas naturellement. Et à l'inverse, les personnes qui ont un état d'esprit, un growth mindset, leur approche c'est de dire le travail c'est juste une manière de s'améliorer. Si la question elle est de savoir est-ce que je suis suffisamment bonne de telle manière, sur tel sujet, sur telle compétence, sur telle qualité, on est sur un état d'esprit fixe. Mais si la question c'est est-ce que je suis meilleur qu'hier et est-ce que demain je serai meilleur qu'aujourd'hui, on est sur un état d'esprit croissance. Et en fait, ce que des chercheurs et chercheuses ont remarqué, c'est que dès 4 ans, on commence à avoir cet aspect personnalité chez les enfants de savoir, et encore une fois, c'est pas un truc définitif,
mais quel genre de mindset ils et elles ont. On leur a fait faire une expérience et on leur a proposé de faire un puzzle. Quand ils le réussissent, on leur dit est-ce que tu veux le refaire ou est-ce que tu veux en faire un plus dur. On voit comment il y a des gens qui, dès le début, se disent ah ouais, moi je veux progresser pour faire un puzzle plus dur et devenir plus fort. Ou à l'inverse, des gens qui vont dire non mais ça c'est bien, j'ai réussi, j'aime bien. Mais du coup il y a un peu ça, il y a un peu le truc de c'est quoi votre critère de jugement? Est-ce que vous le jugez par rapport à une barre fixe ou est-ce que juste vous vous dites ma barre elle est là et chaque jour je vais la monter un peu plus haut quoi. Alors après, encore une fois c'est une métaphore, hein, ça c'est force, c'est faiblesse. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des jours avec et des jours sans et qu'il faut être insupportable avec soi-même et se foutre des pressions de l'enfer, etc. Et donc, l'expérience sur les enfants de 4 ans là qui montre qu'il y en a qui veulent déjà s'améliorer et d'autres qui sont plus dans un truc de c'est bien, j'ai réussi, c'est satisfaisant, je veux refaire un truc que je réussis. Ça met en avant un peu, encore une fois, la plasticité du cerveau qui permet une évolution qui est un peu différente dans le sens où les gens qui vont avoir ce mindset de croissance, ils vont chercher le truc où voilà, ils ont acquis telle compétence, ils ont un peu automatisé telle qualité, tel savoir-faire. Et une fois qu'ils ont un peu automatisé ça, ils vont chercher à se dire qu'est-ce que je peux faire pour automatiser un peu plus, m'améliorer un peu plus, etc. Et les gens qui vont au contraire avoir cette espèce de mindset fixe, eux vont se dire trop bien j'ai gagné, comment je fais pour gagner encore quoi. Mais enfin pas différemment, juste vas-y on refait la même et je regagne. Il y a une étude en psychologie sociale par Carol Dweck qui montre qu'il y a deux mindsets et c'est de là que viennent tous les trucs tech bro, etc. et qui sont pas complètement faux, qui sont un peu basés sur quelque chose du coup, sans être complètement vrai, hein, on va le voir. C'est que vraiment ce truc là ça a été simplifié et sursimplifié. Et ce qui mène les gens à penser que du coup c'est juste question de mindset quoi. Change de mindset, décide de t'améliorer et tu vas t'améliorer. Il suffit pas de décider et de faire les efforts et ça suffit pas, c'est pas aussi simple que ça quoi. Et donc il y a tout ce truc de ce qui s'appelle le locus de contrôle. Je sais pas si c'est de la psychologie ou de la neuroscience, mais le locus de contrôle c'est comment on estime que ce qui se passe c'est de notre faute ou de la faute des circonstances. Quand on a un locus de contrôle internalisé, on estime que tout ce qui se passe c'est de notre faute, de ce qu'on a décidé de faire ou pas. Et quand il est externalisé, on estime qu'on n'est pas responsable entre guillemets. Mais ça marche dans les deux sens. Et souvent, on va trouver des gens qui ont un locus de contrôle très internalisé pour leur succès et très externalisé pour leur défaite. C'est-à-dire que quand ils réussissent, c'est grâce à eux, et quand ils perdent, c'est grâce à des circonstances. Ça mène à penser que quand on comprend un peu mal la notion psychologique, c'est t'as juste à changer de mindset, t'as juste à intérioriser ton locus de contrôle et estimer que c'est à toi de prendre le taureau par les cornes et de t'améliorer et d'aller au travail et de soulever de la fonte. Enfin voilà quoi, vous l'avez. Et donc, ça pose la question notamment de... En fait, le locus de contrôle, c'est un peu la question de est-ce qu'on a un libre arbitre ou pas. Si on a un locus de contrôle internalisé, on va estimer que tout dépend de nous et de nos choix. Et à l'inverse, quand le locus de contrôle est très externalisé, on va estimer qu'il n'y a rien qui est de notre fait, tout est déterminé, que ce soit socialement ou autrement. Et donc, les deux points de vue qu'on a, c'est est-ce qu'il y a un déterminisme complet ou est-ce qu'on a une liberté totale de décider pour nous-mêmes qu'est-ce que sera notre vie de demain, etc. quoi. Et la réalité, c'est que, vous en doutez, on est un peu au milieu. Avec des opportunités égales, c'est la liberté qui va primer, c'est-à-dire que avec des opportunités égales, les gens vont pas s'en sortir de la même manière selon leur choix, mais la réalité c'est que personne n'a les mêmes opportunités quoi. Même donc sommes-nous libres d'agir, ce qu'elle dit, c'est que la liberté elle est entre les deux extrêmes. Dans les années 1980, Benjamin Libet, neuropsychologue à l'Université de Californie à San Francisco, réalise l'une des études les plus controversées de l'histoire des neurosciences. Il place des participants devant une horloge qui défile rapidement et les munit d'un bouton sur lequel ils peuvent appuyer au moment qui leur plaira. Ils doivent retenir le nombre indiqué sur l'horloge quand ils décident d'appuyer. En même temps, des électrodes placées sur leur crâne suivent leur activité cérébrale à l'aide d'un électroencéphalogramme. Ce dispositif permet de mesurer le moment où ils prennent la décision consciente d'appuyer et le moment où leur cerveau commence à s'activer, ainsi que le moment où ils appuient physiquement sur le bouton. Cette expérience a montré que l'activation cérébrale précède la décision consciente de plusieurs centaines de millisecondes. Interprétée de manière brute, cette expérience semble condamner le libre arbitre. Vous avez l'impression de décider d'appuyer à un certain moment, mais votre cerveau a déjà décidé
depuis presque une demi-seconde. L'expérience de l'eBay a été reprise de diverses façons avec les outils dont on dispose aujourd'hui, comme l'imagerie cérébrale, et les résultats obtenus sont similaires. Donc il y a un truc de on a fait une expérience, non, le libre arbitre n'existe pas, c'est comme ça, désolé, vous n'avez pas le choix. Vous allez donc rester sur cette chaîne, me follow et inviter d'autres gens à venir sur ce live. Vous n'avez pas le choix. C'est pas aussi simple que ça, évidemment. Une autre expérience réalisée en 2008 en utilisant cette fois la technologie d'IRM a révélé qu'une activité cérébrale préparatoire existe 7 à 10 secondes avant que le sujet ne prenne une décision consciente. Encore plus troublant, cette activité cérébrale permet dans une certaine mesure de prédire l'action du sujet. Dans une autre expérience, les sujets devaient mémoriser un certain nombre de paires de mots, par exemple océan, lune, puis on les invitait à choisir entre différentes marques de détergents, parmi lesquelles se trouvait la marque Marée. Vous l'avez, océan, lune, marée, il y a un lien. Les résultats ont montré que la marque de détergent qui avait un lien sémantique avec une des paires de mots mémorisés était plus souvent choisie que les autres. Ce qui est troublant, c'est que les sujets n'avaient aucune conscience de cette influence, et quand ils étaient amenés à expliquer leur choix, ils évoquaient des raisons tout autres, comme la renommée de la marque, leur familiarité avec le produit, etc. D'après ces études, la conscience volontaire semble arriver trop tard pour être à l'origine de l'action. Le sentiment de décider faire un mouvement volontaire serait une forme d'illusion qui vient après une activité nerveuse qui a déjà amorcé le travail à notre insu. Il y a d'une part les choses qui se passent dans notre cerveau avant qu'on en ait la conscience, et il y a en plus de ça, on a la capacité d'anticiper ce que les gens vont faire si on a accès à regarder ce qui se passe au niveau de leur terminaison nerveuse, etc. Mais ces études sont perturbantes en ce qu'elles nous amènent à douter du fait que nos comportements viennent vraiment de nous-mêmes. En tant qu'être humain, nous aimons à penser que nos décisions sont sous notre contrôle conscient, que nous avons du libre arbitre. En réalité, nous faisons en permanence des expériences subjectives de notre liberté. Ainsi, en écrivant ce passage, je viens de décider de remplacer le terme intime par subjectif. Je viens de décider de vous raconter cela, je me sens libre de le faire. Voilà, elle a dit j'ai décidé, donc checkmate. Or, les neurosciences nous montrent que cette sensation fallacieuse de liberté s'explique par le fait que notre cerveau va rationaliser ou réinterpréter nos actions de manière à rétablir une impression de cohérence avec nos comportements. Notre sentiment de faire des choix libres et personnels semble donc venir du fait que notre cerveau est prompt à fournir des justifications conscientes pour expliquer nos comportements. Les neurosciences prouvent ainsi, ou rendent très probable, que nous sommes des créatures strictement déterminées, sans aucun pouvoir d'influencer volontairement notre destin. Ce que nous appelons liberté semble entièrement programmé par la structure innée de notre système nerveux et par l'apprentissage socioculturel. Donc ce que ça montre ces expériences, c'est que globalement, on n'a pas de libre arbitre, mais on a un système dans notre cerveau qui nous permet de rationaliser tout ce qu'on fait et de dire si t'inquiète, je gère, c'est moi qui ai décidé. T'inquiète, c'est pas un hasard. Il y a un peu ce truc là. Ainsi, selon cette vision, le talent ne peut apparaître que comme une circonstance. C'est un facteur de chance un peu particulier qui surgit sans doute en amont dans l'histoire de l'individu, lié à son code génétique ou à des rencontres qui lui révèlent sa voie. Selon cette logique, il serait absurde et perpétuellement injuste de maintenir un système social de mérite, de récompense et de punition, si nous croyons qu'il n'y a pas de réalité correspondant aux notions de responsabilité. Henri Laborie s'exprime sur cette vision dans Éloge de la fuite. L'absence de liberté implique l'absence de responsabilité. Et celle-ci, surtout, implique à son tour l'absence de mérite, la négation et la reconnaissance sociale de celui-ci, l'écroulement des hiérarchies. Mais attention, l'affaire n'est pas aussi simple. Donc, grosso modo, si on n'a pas de libre arbitre, la méritocratie, c'est à la poubelle parce que c'est complètement con. Mais encore une fois, si on en a à dire, oui, mais on n'a pas de libre arbitre, on peut dire ce qu'on veut, on s'en fout, il se passe ce qui se passe et c'est pas nous qui décidons. Nous pouvons tout à fait considérer que le type de découverte neuroscientifique que j'ai décrite plus haut ne constitue pas une preuve suffisante à l'absence de libre arbitre dans la réalisation de nos talents, et que les résultats des neurosciences ne peuvent pas encore trancher le débat. Ces expériences sont en effet des caricatures de la prise de décision humaine, quant à développer nos capacités dans un domaine, à réagir à nos succès et à nos échecs ainsi qu'à ceux des autres. La décision apparemment simple de s'entraîner une heure supplémentaire de jouer à un instrument est de loin plus complexe que décider d'appuyer sur un bouton dans un laboratoire de recherche.
et plus élaboré que le choix des mots pour exprimer une idée. De plus, nier toute forme de responsabilité individuelle peut dangereusement fournir l'excuse ultime pour se comporter comme on veut. Cet effet a été démontré dans une expérience où les auteurs ont montré que si les gens ne croyaient pas au libre arbitre, ils étaient plus enclins à tricher. Mais alors comment concilier tout ce que je viens de vous raconter ? Je m'inspire pour le faire des travaux récents de certains chercheurs en sciences cognitives qui construisent une vision dynamique entre les découvertes du domaine et les travaux d'autres disciplines. Selon cette vision dynamique, si les neurosciences peuvent affiner notre idée de ce que sont nos intentions conscientes, nous n'avons pas besoin d'abandonner pour autant tout le principe de responsabilité personnelle. Si notre cerveau prépare nos décisions assez en avance par rapport à notre conscience, il nous laisse jusqu'au dernier instant un droit de veto. Le moment où notre cerveau prend une décision inconsciente prédit certes nos comportements et actions, mais ne les détermine pas. Nous avons donc un free want, par analogie au libre arbitre, appelé free will. Cela signifie que nous ne devons pas nous sentir enchaînés par un déterminisme strict où nous serions mis sous la tutelle totalitaire des opportunités. Nous avons une marge de manœuvre sur ces mécanismes et nous sommes encore capables d'exercer au moins une influence limitée sur le cours des événements de notre vie. Il s'agit plutôt de rappeler que cette capacité est plus limitée que ce que nous pouvons imaginer. Notre libre arbitre se situe dans un espace restreint, cet espace étant lui-même façonné par les interactions avec l'environnement et les autres personnes qui l'habitent. L'humain apparaît ainsi comme un système complexe, très contraint, comportant un nombre élevé de déterminismes. Notre travail, notre temps de travail, notre degré d'acharnement et notre choix de nous acharner sont influencés par une variété de mécanismes causaux et d'événements antécédents sur lesquels nous n'avons en réalité que très peu d'influence. Nos environnements naturels, sociaux et culturels. Ainsi, le domaine des neurosciences s'allie à certains courants philosophiques pour montrer au moins que nos intentions ne sont pas systématiquement à l'origine de nos actions. Que le processus inconscient joue peut-être un plus grand rôle que nous ne pouvions le penser. À travers ce prisme, réussir ou échouer ne semble plus émaner d'une décision délibérée et individuelle, ni d'une volonté consciente et dirigée vers nos objectifs. Nos trajectoires semblent déterminées par des moyens, des dispositifs, ainsi que des systèmes de valeurs et de croyances. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que concrètement, ce qu'il en ressort, c'est que, et en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends et que je l'interprète, c'est que ça rejoint un peu ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire que le cerveau il a un mode de fonctionnement automatique, où il va faire des choses et il traite rapidement plein d'informations, il fait des trucs comme ça, etc. Et des fois, il va y avoir un truc qui va intervenir, qui va dire là non, pas chaud de faire ça, pas chaud de dire ça, pas chaud de... voilà. Et il y a un système un peu plus lent et complexe qui va se mettre en place, qui va faire un truc réfléchi et qui va dire non, là c'est pas pareil, là faut intervenir quoi. Bah par défaut, entre guillemets, la majorité du temps on est prévisible quoi. Les gens fonctionnent selon des automatismes et sont pas maîtres de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Mais en réalité, il y a quand même toujours un moment où ils peuvent lever l'alerte et dire oh là, c'est chaud de dire ça, de faire ça, de penser ça. Un truc un peu matérialiste, de dire qu'on est très prédéterminé par nos conditions de vie, que d'une certaine manière, il y a pas mal de gens qui font preuve de je sais pas moi, de racisme, de sexisme, d'homophobie, de je ne sais quoi. Et donc ils sont dans cette espèce de réponse automatique qui a été programmée par le milieu entre guillemets. Et que de base, ils ne sont pas responsables de penser ça. En revanche, ils sont responsables de ne pas se censurer quand ils veulent agir sur ces idées, dire ces choses-là. Vous n'êtes pas responsable des pensées qui pop dans votre tête, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Vous êtes responsable de les rationaliser, vous êtes responsable d'agir dessus, vous êtes responsable de les prononcer à voix haute. À ce stade, de toute façon, on n'est pas capable de répondre scientifiquement en disant il y a ou il n'y a pas de libre arbitre. Ce qui est sans surprise, je pense que on serait tous plus ou moins au courant s'il y avait ou il n'y avait pas de libre arbitre de manière scientifique et que c'était prouvé et qu'on avait résolu une question aussi vaste et philosophique. Mais voilà. Mais pour ce qui est du talent, on peut, en tout cas tout ce qu'on a vu jusque-là, ça montre que à minima l'environnement il a quand même un gros impact quoi. Le milieu socio-économique de votre famille, vos conditions dans lesquelles vous avez grandi, la culture de là où vous avez grandi, plein de choses quoi. Enfin, les gens que vous avez côtoyés, les idées, etc. Tout ça,
C'est des choses qui sont des facteurs importants de dire est-ce que vous allez avoir du talent ou pas dans tel ou tel domaine, quoi. La partie innée, elle est pas méga importante, et la partie quand on veut on peut, il faut travailler dur, etc., elle est pas si importante non plus, quoi. Donc il y a vraiment une part très déterministe là-dessus, quoi. La chance, le destin, les circonstances, la discrimination, les préjugés ou des enseignants injustes existent bel et bien. Face à ces inégalités et à d'autres liées à l'apparence physique, au pays d'origine ou à la présence de handicap, l'importance accordée au pouvoir et des dispositions psychologiques individuelles amène à un constat qui ressemble à une évidence. La confiance pourrait tout guérir. Tout développement très personnel, les problèmes structurels réels qui ont causé ces inégalités se font marginaliser, de passer sous silence au profit de la responsabilité individuelle. Ce phénomène consistant à blâmer l'individu plutôt que les structures se détourne des enjeux politiques, économiques et sociaux plus larges et encourage les individus à se replier sur eux-mêmes et à travailler sur leur mindset comme moyen d'atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. Cela renforce l'idée selon laquelle le travail acharné est synonyme de succès, tout en ignorant tous les obstacles qui dictent où vous vous situez sur la ligne de départ vers le succès. L'état d'esprit, le mindset, le développement personnel renforcent ainsi des puissantes idéologies et mythes culturels sur le caractère individuel en supposant que le caractère et les comportements individuels sont principalement ou uniquement la source du succès et de l'échec. C'est une vision erronée de la relation entre le comportement humain et les forces sociales. En agissant que sur les croyances directes des personnes sur leurs propres capacités, on retombe dans le piège psychologisant du test de la guimauve. Les conditions, le manque de ressources, les récits et les imaginaires qui mènent un enfant de 5 ans à se considérer mauvais en maths ou en musique ou en sport ne sont pas seulement un enjeu de croyance. Ces croyances naissent plutôt comme la capacité de résister à la séduction de la première guimauve, soit de dispositions personnelles qui interagissent avec des contextes familiaux, sociaux, historiques et culturels. Sans cette considération, agir sur les croyances des individus serait comme utiliser le symptôme pour fuir la source du mal. Ce serait psychologiser ce qui ne tient pas de la psychologie. Les théories du mindset ont certes un intérêt réel, elles fonctionnent au niveau individuel pour changer le dialogue interne qu'une personne porte sur sa santé mentale, physique, ses capacités et autres traits de personnalité. Mais nous ne pouvons pas supposer que nous sommes égaux devant l'injonction à modifier ce dialogue. Les personnes opprimées par des récits culturels, sur qui est plus intelligent, plus beau, plus légitime, plus doté de traits de dominance, se retrouvent chargées de supprimer ces récits en elles-mêmes. Or, cette charge cognitive a un coût. Nous ne pouvons pas non plus séparer nos croyances de celles des autres, avec qui nous naviguons et qui forgent à travers leur perception de nous, notre perception de nous-mêmes. Il y a de la vérité dans il faut un growth mindset et pas juste considérer les choses comme fixes et croire qu'on n'a pas d'impact sur notre situation. Ça, il y a un truc réel. Par contre, c'est pas une manière de voir le monde qui est suffisante. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes... Et il y a vraiment un contexte social. Mais en plus de ça, l'injonction de dire aux gens change de mindset, tu vas voir, tu vas t'améliorer, bah elle est pas honnête non plus. C'est-à-dire que selon les chances, selon les contextes, c'est aussi plus ou moins ça d'avoir un mindset ou un autre. Si on vous donne des choses faciles, progressivement, etc., qu'on vous accompagne dans un apprentissage, c'est simple de s'améliorer et d'avoir un point de vue d'apprentissage là-dessus. Si par contre, on vous met dans un état d'esprit qui est plus l'ordre de la compétition, chaque chose est un peu une épreuve et que les paliers sont pas progressifs mais genre juste bon bah voilà il faut que tu fasses ça et après la marche elle est là et après elle est là, l'approche elle va pas être la même et effectivement votre cerveau et votre personnalité va se construire en se disant des trucs de l'ordre de ok il y a des gens qui sont là et d'autres ils ont passé cette étape là. Il y a des gens qui voient les choses comme il y a différents étages, le succès niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et les gens s'arrêtent à un niveau 1, 2, 3 ou 4 et c'est tout. Et ça c'est dû à qui ils sont et à qu'est-ce qu'ils savent faire et à comment ils sont nés et à comment ils font des efforts. Et il y a des gens qui ont une approche plus continue de la chose et qui disent bon bah voilà, si vous n'êtes pas à 3, ça veut pas dire que vous êtes à 2, vous êtes peut-être à 2,9. Et rien que cette approche-là, elle change la perspective. C'est-à-dire que quand on sait qu'on est à 2,9 et qu'on se compare à 3, c'est pas la même chose que quand on se considère à 2 et qu'on se compare à 3. Juste cette espèce de compréhension de la complexité des choses, elle permet aussi de relativiser ça. Et elle permet de changer un peu son mindset par rapport à ça.
Mais il y a des gens dont les conditions de vie ne permettent pas d'avoir cette approche, ne permettent pas de se poser ces questions-là, parce qu'il y a des choses parce qu'il y a des effets de seuil qui sont pas supprimables et que tout n'est pas question de un peu mieux, un peu moins bien. Et il y a des choses où c'est vraiment des effets de seuil, c'est il y a ou il y a pas quoi. Et donc ce truc discret ou continu, ça a un impact aussi directement sur se dire vous êtes pas, soit vous êtes SDF, soit vous l'êtes pas. Que vous mangez plus ou moins à votre faim, c'est pas la même chose. Il y a un truc sur lequel vous vous sentez plus en marge de manœuvre, il y a un truc qui s'impose à vous dans vos conditions de vie aussi, quoi.